Le coup de tocsin. Et c'est le moment de la chronique que vous attendez tous, la chronique humour, la chronique complotiste, chronique de Bon Tweet. Bonjour Bon Tweet, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Clémence, ça va bien et vous, vous avez passé de bonnes vacances? Très bonne, merci. Et vous alors? Bah écoutez, moi j'ai pas pris de vacances. En revanche, j'ai accompagné un de mes fils hier à l'aéroport et j'ai vécu un truc assez révoltant montrant que de plus en plus la France devient un pays hostile. Ah bon, racontez-nous. Et ben, lorsque vous allez à Orly par la ligne 14, malgré les discours de Valérie Pécresse quand elle a décidé de la faire à l'envers aux Parisiens en passant le ticket pour tous les trajets à 2,50 €, en précisant que ce prix valait désormais pour toute l'Île-de-France, elle a oublié de dire que ça ne s'appliquait pas aux aéroports. Donc quand vous arrivez à l'aéroport d'Orly, vous êtes pris au piège avec un ticket normal et il faut payer 15 € par personne pour pouvoir sortir du métro et rentrer dans l'aérogare. Ah oui. Oui, alors je précise que dans l'absolu, c'est pas une somme dingue et qu'on pourrait comprendre qu'il y ait un tarif spécial pour les aéroports. Mais déjà, c'est indiqué clairement nulle part. Et ce qui est assez agaçant, c'est le principe de piéger les gens. Alors comment ça? Eh ben, il y avait plein de touristes qui savaient pas du tout comment ça fonctionnait, qui apprenaient ça au dernier moment avant de prendre l'avion et qui étaient de parfaite bonne foi avec leur ticket à 2,50 €. Ils étaient tous en train de faire la queue pour acheter un ticket de sortie à 15 € pièce, juste pour pouvoir rentrer dans l'aéroport. Oui. Un peu comme si la France les rackettait une dernière fois avant leur départ, après qu'ils se soient fait fourrer pendant tout leur séjour par toutes les arnaques à touristes. Moi, je trouve ça odieux et bien représentatif du nouvel état d'esprit français, notamment depuis que Macron est en place. Donc la France devient un pays de moins en moins accueillant, qui a toujours un très beau patrimoine, mais qui devient de plus en plus désagréable à vivre et à visiter à cause de cette nouvelle génération de politiciens profiteurs, incultes, sans goût et sans éducation, qui considèrent chaque être vivant comme un citron à presser. Ce sont des connards. Alors c'est vrai que la France est de moins en moins accueillante pour les touristes, c'est sur plein de points, on est d'accord, hein. Tout à fait. Bon, du coup, ami touriste, moi je vais te donner une astuce qui m'a été soufflée par un tweetos. Donc tu prends la ligne 14, tu descends à la station juste avant l'aéroport et tu prends le bus 183 en direction de l'aérogare. Ça te prend 10 minutes de plus, tu arrives exactement au même endroit et tu économiseras 15 € par personne. Voilà la RATP et la région Île-de-France, tu nous plumes, on t'encule. Et c'est comme ça qu'il faut réagir avec les petites mesquineries de cet État ennemi. Bon, voilà, ça c'est dit, toujours de manière aussi élégante. Bon alors, sinon, de quoi va traiter votre chronique? Alors, il y a quelque chose qui me choque un peu en ce moment, c'est toute cette offensive et cette campagne anti-enfants qu'on voit un peu partout autour de nous, malgré les déclarations hypocrites de Macron, qui nous parle de réarmement démographique. Alors, vous avez vu une campagne anti-enfants? Oui, alors j'ai pris quelques exemples au hasard, que ce soit dans la presse, dans les pubs ou dans la littérature, et que je vais vous montrer. Donc, si on peut voir, voilà, donc pourquoi Oui. j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Ensuite, on a voilà que les embouteillages commencent au moment de la conception. Et puis là, enfin voilà, on a plein comme ça d'attaques pour les enfants. Je ne Voilà, veux pas être je veux pas maman. être maman. Faut-il faire des Arrêtez de enfants faire des enfants pour sauver la planète. voilà, et enfin, un enfant, ça va vous coûter 250 000 € avant ses études. Alors là, c'est dollars, mais ouais, ok. Enfin, Voilà. on voit bien le principe, oui. Voilà, et donc en fait, moi je trouve ça extrêmement malsain et je trouve que ça s'inscrit dans une tendance assez bizarre dont l'un des points d'orgue a été de mettre l'avortement dans la Constitution et d'en repousser au maximum le délai de décision, ce qui au passage n'est en aucun cas une victoire pour les femmes, mais juste pour le business extrêmement juteux des organes et des tissus. Plus c'est formé, plus ça se vend cher. Ouais, ça vous rend très cynique quand même tout ça, hein. Bah, désolé, mais c'est pas moi, c'est eux. Moi, j'avais vu une fois l'interview de Sandra Bullock, je crois, qui disait que sa crème de beauté était faite à partir de bouts de prépuce de petits garçons. Génial. Donc déjà, je trouve ça dégueulasse, mais je trouve ça aussi très inquiétant, cette marchandisation de tout le vivant. Et à côté de ça, ça y est, on a commencé à activer la fenêtre d'Overton concernant l'euthanasie. La fenêtre d'Overton. Alors oui, pour vos auditeurs qui ne savent pas, c'est une expression qui consiste à présenter au public un sujet dont il ne veut absolument pas entendre parler et de l'argumenter au fur et à mesure de manière à ce qu'à la fin, l'inacceptable du début devienne une évidence admise par tous et que ceux qui continuent à s'y opposer soient considérés comme des vilains réacs fachos. Vous pouvez nous donner des exemples? Bah justement, l'euthanasie. Donc au départ, c'est le sujet tabou par excellence dans les sociétés occidentales chrétiennes qu'on pourrait résumer par « on ne contrecarre pas les plans de Dieu ». Puis on commence à dire oui, mais dans les cas désespérés, en cas de maladie incurable qui fait atrocement souffrir, ça peut être vu comme une délivrance. Oui, en effet, le débat sur ce sujet a commencé par ça. Bon, admettons, encore que moi, en bon complotiste, je fais partie des optimistes forcenés qui pensent qu'il existe toujours des solutions
et que dans certains cas, la médecine occidentale n'est pas forcément ce vers quoi il faut se tourner. Mais bon, en disant ça, j'ai bien conscience que je vais me faire des ennemis dans Big Pharma et que c'est devenu presque illégal de dire des trucs pareils dans le pays le plus consommateur de médicaments et de psychotropes. Mais bon, admettons. Et alors ensuite ? Alors ensuite, on commence à amener le terrain sur la détresse psychologique et que dans certains cas, plutôt qu'essayer de la soigner, il vaut peut-être mieux abréger les souffrances. Donc là, on a subrepticement fait glisser la notion de souffrance physique vers celle de souffrance psychologique. Donc vous noterez que c'est toujours dans un esprit humaniste plein de gentillesse. C'est d'ailleurs ce qui caractérise la société occidentale actuelle. C'est les pires enculeries de la Terre dissimulées derrière un paravent foireux d'humanité. Tout ce que je déteste. C'est aussi pour ça que je donne plus rien aux associations humanitaires. Je me suis assez fait baiser comme ça par le passé. Là, vous vous égarez encore. Revenons à notre fenêtre d'Overton. Oui, alors vous avez raison, ma chère Clémence. Donc là, maintenant, on commence tout doucement à évoquer l'idée que dans certains cas extrêmes de pauvreté, finalement, après tout, tout bien considéré, ce serait pas forcément une mauvaise idée d'abréger aussi ce genre de souffrance. Comprenez-vous, c'est affreux de voir des riches partir en jet privé aux Bahamas. Donc pour éviter cette souffrance, on pourrait peut-être tuer le mec. Vous le voyez, le glissement sémantique. Donc, 1, euthanasie, quelle horreur. 2, souffrance physique, ok. 3, souffrance psychologique, ok. 4, souffrance de portefeuille, ok. Oui, en effet, ils ont commencé à aborder le sujet aussi, c'est vrai. Donc, vous voyez, en une dizaine d'années, on est passé d'un truc totalement inconcevable à un truc presque humain si on ne gagne pas assez de fric. Et le pire dans tout ça, c'est que les connards, et je pèse mes mots, qui défendent cette approche, sont les mêmes qui s'évanouissent d'horreur quand vous évoquez la peine de mort pour certains crimes sordides. Mais vous êtes pour la peine de mort ? Non, pas spécialement. D'une manière générale, moi, je suis plutôt contre l'idée d'enlever la vie à quelqu'un. Mais cette position s'applique aussi bien à des criminels qu'à des enfants à naître, des vieux en fin de vie ou à des gens très pauvres. Bon, revenons à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre défiance de la médecine occidentale. Pourquoi vous dites ça ? Alors, pour plein de raisons. Alors déjà, parce que moi, j'avais une maman chercheuse, figurez-vous, qui a inventé plein de médicaments, dont certains très connus. Incroyable. Ouais, et qui m'a toujours expliqué que c'était de la merde. Et qui m'a soigné à l'aspirine quand j'étais petit. Ensuite, parce que j'ai été marqué par l'histoire du docteur Otto Warburg. Alors, qui est-ce ? Alors, c'est le prix Nobel de médecine en 1931. Et ce prix, il l'a eu pour avoir découvert que les cancers présentaient systématiquement 2 caractéristiques communes, un pH trop acide et un manque d'oxygène dans le sang. Donc à l'époque, il a été encensé par la médecine, mais quand il a voulu développer des traitements qui ne coûtaient rien, genre rééquilibrer l'acidité du corps, faire des jeûnes très longs, supprimer tout le sucre dans l'alimentation, il a commencé à être moqué et persécuté. On a préféré l'approche qui est toujours d'actualité aujourd'hui, à savoir des traitements par chimiothérapie, radiothérapie, etc. etc. Alors, attention, je ne suis pas en train de dénigrer ces traitements, mais je ne comprends pas pourquoi on ferme aussi catégoriquement la porte aux autres traitements plus désintéressés, dirons-nous. Oui, c'est pour ça que vous n'avez plus confiance en la médecine qu'on appelle traditionnelle. Attendez, alors justement ensuite, parce que pour moi, le Covid a été un game changer. Moi, j'ai vu l'absurdité de l'argumentation politico-médicale. Oui, c'est-à-dire par exemple, que l'absence de passe vaccinal interdisait de prendre un télésiège en montagne, mais pas un métro bondé à 18h30. Oui. Donc ça, normalement, un enfant de 4 ans comprend aisément que c'est des conneries, mais ça n'a pas empêché Olivier Véran de nous l'affirmer avec aplomb, ce qui a convaincu plein d'abrutis qui sont maintenant persuadés qu'un chemin de forêt est plus dangereux qu'une rame de métro. Et enfin, ça a été un game changer aussi, parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont ouvert à d'autres formes de médecine, à une meilleure compréhension du corps humain, et surtout à l'absurdité de l'uniformisation des soins, alors que ce qui compte, c'est le terrain, et chaque terrain est unique comme les lignes d'une main. Et d'ailleurs, on est en train de voir avec Kennedy que la santé actuelle, c'est un système mortifère extrêmement bien huilé, avec une industrie agroalimentaire qui nous rend obèses et malades, et une médecine qui fait semblant de nous soigner juste assez pour qu'on y croie, mais pas au point de nous guérir. Donc le malade chronique et le dépressif permanent sont les 2 poules aux œufs d'or des sociétés occidentales. Ok, et alors en conclusion ? En conclusion de cette partie, je trouve qu'il y a un mouvement anti-vie dans les sociétés occidentales qui, pour la France, cadre assez bien avec l'œuvre de destruction de la société que Macron a entrepris et que je trouve pour ma part assez inquiétant. Donc j'en parle, je n'ai évidemment pas la prétention d'inverser cette tendance, mais je trouve bien de balancer le pavé dans la mare et ensuite, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Bon, donc pour vous, c'est carrément un mouvement anti-vie ? Oui, j'ai dit ça l'autre jour chez Nexus, donc je ne veux pas particulièrement me prononcer sur le fond du sujet de l'avortement ou de l'euthanasie, parce que chacun a son opinion et je la respecte. En revanche, il est intéressant de regarder factuellement le tableau d'ensemble. Oui, et alors c'est quoi ce tableau d'ensemble factuel ? Factuellement, l'État est en train de mettre en place tout l'arsenal législatif et médiatique pour limiter la vie et réduire la population. Ah oui, carrément. Vous êtes sûr de ça ?
Oui, et non seulement il met en place un arsenal juridique pour réduire la population, mais plus grave à mon sens, il met également tout en place pour cette marchandisation du vivant. Vous pouvez développer? Bah, je pense que derrière la façade humaniste de l'inclusivité et de la tolérance, il y a surtout de gros intérêts financiers en jeu, comme les transitions de genre, les PMA, les GPA. Tout ça, ce sont des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Voilà, ils font semblant de vous simplifier la vie, mais en fait, ils font du business. Bon, alors merci pour cette analyse. Bon, et sur le pape, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'était pas mon pape préféré. Et puis, voilà, j'ai appris des choses troublantes sur les circonstances de son élection. Allons bon, dites-nous. Alors, le prédécesseur de François était Benoît XVI, Ouais. tout le monde s'en souvient, Ouais. qui avait la réputation d'être assez traditionnaliste et plutôt anti-mondialiste et anti-progressisme. Oui, tout à fait. Et donc? Eh bien, en janvier 2013, le réseau SWIFT, donc celui qui permet toutes les transactions bancaires internationales, a été coupé au Vatican, comme ils ont fait d'ailleurs avec la Russie en 2022. Le 11 février 2013, Benoît XVI annonce sa démission. Le 12 février 2013, le réseau SWIFT est remis au Vatican et le 12 mars 2013, Bergoglio est élu et devient le pape le plus progressiste de l'histoire de la chrétienté. Et alors, ça vous inspire quoi? Eh bien, Grok dit que les événements n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais c'est juste une coïncidence. Voilà. Mais Grok n'est pas complotiste, moi si. Voilà. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on était en plein dans les révolutions oranges pour que tout le bassin méditerranéen se convertisse à la pensée occidentalo-mondialiste. Et concernant le pape, c'est quand même intéressant d'avoir dans sa poche une personne qui parle à quasiment 2 milliards de fidèles. Ouais, donc une révolution orange au Vatican. Alors pourquoi pas? C'est intéressant comme approche, mais vous avez un pronostic pour le prochain? Non, aucun. Alors moi, je suis pas assez calé, mais en fonction de celui qui sera élu, on saura qui contrôle l'Église catholique. Pour François, désolé, mais c'était les mondialistes. Donc si par exemple c'est Monseigneur Aveline qui est élu, on continuera sur cette lancée. Si c'est Monseigneur Sarah, on saura que le courant traditionnel aura repris la main sur le progressisme, ce qui ne plaira pas aux Européens d'ailleurs. Vous êtes un traditionnaliste, vous? Bah alors j'imagine que je suis classé comme ça, même si dans l'absolu je suis pas très religieux moi. Mais en revanche, je suis un adversaire acharné du progressisme, qui est un mouvement politique destiné à affaiblir les sociétés occidentales pour mieux les contrôler. Et le fait qu'une religion puisse s'adapter à cette pensée en revenant sur des paroles censées être sacrées, moi je trouve ça lunaire. C'est pour ça que j'étais pas très fan de François. Alors vous aimeriez que la redistribution des cartes qu'on voit actuellement s'applique également à l'Église finalement? Bah ouais, carrément. Mais surtout, j'aimerais bien qu'elle s'applique aussi à la France, parce qu'ici, on est quand même sacrément plombé, sans véritable lueur d'espoir, vu comment le système est actuellement organisé. Mais il est organisé comment ce système? Eh ben, je vais vous répondre très clairement. Il est organisé de manière à ce que tous les partis autorisés se soumettent à certains prérequis s'ils veulent avoir le droit d'être invités sur les chaînes à grande audience. Alors les prérequis, c'est-à-dire? Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y en a 4. Il y a UE, OTAN, Big Pharma et Greenwashing. Ah oui. Donc, si vous voulez percer en politique en Europe, les 4 sont indispensables. On l'a vu avec le RN, dont la dédiabolisation a finalement consisté à s'aligner sur ces 4 standards du mondialisme. Et donc, de LFI au Rassemblement national, ils font tous semblant de se mettre sur la gueule sur des trucs subalternes, mais ils sont tous d'accord sur ces 4 sujets fondamentaux. Et alors pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas trop d'espoir? Bah, c'est tout le paradoxe français. On a plein de mecs très intéressants qui ont des idées brillantes et que vous recevez régulièrement d'ailleurs. Donc vous avez Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Cheminade. Vous savez, on s'est beaucoup moqué de lui, mais il est passionnant, Cheminade. Branco, voilà, on a aussi des Étienne Chouard, des Alexis Poulain, des Philippe Murer, etc. Donc, et puis il y a tous ces tweetos avec des audiences assez importantes qui sont également sur cette ligne, qu'on pourrait définir par un mélange de souverainisme, d'honnêteté, de bon sens et d'action orientée vers le peuple. Et en vrai, à eux tous, ils résument tout ce à quoi l'immense majorité des Français aspirent, sans savoir que cette offre politique existe, parce que les médias traditionnels se gardent bien d'en parler et de les inviter. Donc l'autre jour, chez Nexus, j'ai dit que la plus grosse arnaque de la politique française a été de mettre les 55% de Français anti-constitution européenne dans environ 3 ou 4% d'intention de vote. Ouais, là, je vous vois venir. Vous voulez fédérer tout le monde là, tout ce monde-là. Alors, absolument pas. Moi, j'ai pas l'ambition d'être le frontman, ni forcément un suiveur non plus. Je ne mettrai pas derrière un de ces mecs en particulier, mais je suis au service de tous. Le jour où on aura compris qu'une alliance sacrée de toutes ces personnes est vitale pour sauver ce qu'il reste de la France. Parce que moi, je lis leurs interventions à tous ces mecs, et c'est autre chose que le blabla des politiques habituelles destinées exclusivement à noyer le poisson. Donc ça va droit au but, ce n'est que du bon sens, et il faut reconnaître que dès qu'on enlève la corruption, on pourrait sauver la France en quelques mois. Ouais, aussi rapidement, vous pensez? Bien sûr, alors si vous mettez en place un département de l'efficacité gouvernementale comme Musk aux USA, on pourrait fermer en 2 jours des milliers de comités Théodule qui ne servent que
à caser des copains, genre l'observatoire de l'apnée du sommeil. C'est quoi ça? Bah, je sais pas trop parce que j'ai jamais assisté à leur session de travail, mais dans le meilleur des cas, ça doit consister à regarder un mec dormir et à noter quand il fait des apnées, d'où son nom. Enfin, j'imagine. Vous savez, un truc dans le genre, voilà, c'est... tiens, voilà, il a fait une apnée, génial. Bon, on va déjeuner. Voilà, ou bien l'observatoire du bruit. Et c'est quoi ça alors? Et ben ça doit être des mecs qui se rassemblent et qui parlent de bruit. Alors ça doit être un petit peu plus scientifique que le précédent parce qu'il y a des outils pour capter les décibels. Donc j'imagine qu'ils font plein d'expériences dans les réunions, genre t'as vu quand je fais tomber mon bic sur la table, ça fait 3 décibels. Ah ok, génial. Ah et regardez, moi j'ai pété, ça fait 12 décibels. Bravo Roger. Et voilà. Et après, donc, ils font des rapports que personne ne lit et surtout, ils se tapent des salaires assez conséquents avec certains avantages fiscaux parce que c'est évidemment ça le but. Vous voyez vraiment la politique française comme ça? Mais elle est comme ça. Vous voulez savoir ce qu'est la politique française pour moi? Bah oui, volontiers, vous êtes là pour ça en même temps. Alors, tout en haut, ce sont des confréries et des think tanks dont personne n'entend jamais parler qui décident d'absolument tout. Alors, bien évidemment, pas dans l'intérêt des Français, mais dans leur propre intérêt ou celui de puissances financières supranationales. Ensuite, pour véhiculer toutes ces idées, on a besoin de marionnettes. Donc ça, c'est toute la classe politique. Il faut qu'ils soient sans scrupules, parce qu'il s'agit quand même de trahir les Français, et avec une mauvaise foi abyssale. Ouais, vous pouvez nous donner un exemple de cette mauvaise foi? Ouais, regardez par exemple Éric Lombard. Là, il fait semblant de chercher 40 milliards pour boucler son budget. Ouais. Nous, on lui hurle de firmer ces comités Théodule dont je viens de parler, de trouver les 9 millions de cartes vitales qu'il y a en trop par rapport à la population française, de régler le problème des gens qui ont 165 ans et qui bénéficient toujours des prestations sociales, d'arrêter de financer une guerre qui est déjà perdue pour l'Occident. Bref, de se concentrer sur le bien-être des Français. Après tout, cette dette, c'est pas nous qui l'avons créée. Ben non, lui, il nous dit qu'on bosse pas assez, que les vieux ont trop profité du système, que les auto-entrepreneurs se gaffent comme des porcs, etc. Donc, quel niveau de dignité faut-il avoir pour sortir des trucs pareils, surtout dans un pays où ça fait 50 ans qu'on explique aux Français qu'il faut se serrer momentanément la ceinture. Voilà. Et enfin, il faut que ces marionnettes aiment se donner en spectacle et qu'ils soient assez bons comédiens pour faire croire que toutes les idées viennent d'eux, alors qu'ils sont incapables d'en avoir une seule. Et c'est là d'ailleurs qu'on peut voir que Macron est un excellent comédien. Donc après les décideurs et les marionnettes, ensuite on a les putes et les macros. Oula, ça c'est qui? Alors les putes, c'est la presse mainstream chargée de donner la parole à ces marionnettes sans leur apporter la moindre contradiction, en tout cas pas sur les sujets interdits. Par exemple? L'autre jour, j'ai vu passer une interview de Michel Onfray qui était interrogé par un membre d'une dynastie de gens complaisants avec le pouvoir, pour pas avoir d'ennui juridique. Et Onfray, qui m'a pourtant bien agacé pendant le Covid, il disait des choses super intéressantes sur la guerre en Ukraine, au niveau des responsabilités, et il était continuellement coupé par son intervieweur, qui rappelait inlassablement le discours binaire. C'est Poutine qui est entré en Ukraine, donc c'est Poutine le méchant. Ah oui, on voit. Et alors les macros? Alors les macros, c'est les instituts de sondage, bien sûr, qui vous montrent ce qui est voulu par le système en faisant croire que c'est voulu par les Français. Ouais, vous voulez dire qu'ils ne sondent personne? Alors, j'irai pas jusque-là. Ils doivent demander à leur grand-mère et leur concierge. Ensuite, ils font ce qu'on appelle des pondérations, ce qui, en gros, veut dire qu'ils mettent ce qui arrange ceux qui les payent. Voilà, en tout cas, moi, j'ai jamais été sondé de ma vie, ni par téléphone, ni dans la rue. Et vous? Moi non plus. C'est donc tout ce système-là que vous aimeriez combattre avec tous les gens que vous avez cités depuis le début. Voilà, alors moi, j'ai posé les bases d'une union sacrée avec des gens que je considère comme intelligents, honnêtes pour la plupart, vraiment soucieux du bien commun et amoureux de leur pays, ce que aucun de nos politiques mainstream n'a en tête. D'ailleurs, moi, en slogan de campagne, je mets très bien ça. Nous, on ne vous prendra jamais pour des cons. Et je crois que maintenant, c'est le seul truc que les Français attendent et veulent entendre, et ça ne peut venir que de personnes extérieures au système. Voilà, je lance donc, ma chère Clémence, l'appel du 29 avril 2025. Ok, bon alors on dit que ça y est, votre appel est passé, vous avez votre mouvement unifié avec plein de gens très bien. Mais comment vous faites, vous, pour parler aux Français, puisque jamais ni TF1, ni BFM, ni tous les autres ne vous inviteront, vous et tous les petits camarades? Excellente question, ma chère Clémence, et c'est là que vous entrez en scène. Oula, moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous, Guy, Nicolas, les Tintins, André, Roxane, Merwan, voilà, avec la notoriété grandissante de Toxin et sa croissance exponentielle d'abonnés, d'ici à la prochaine présidentielle, si le pouvoir ne vous fait pas des misères, vu que j'ai cru comprendre qu'il commence à s'intéresser sérieusement à vous, vous serez la caisse de résonance de cette France alternative.
Et d'ici la prochaine présidentielle, vous aurez des millions d'auditeurs, peut-être assez pour enfin faire basculer l'opinion publique. Ça, c'est très gentil, merci, mais ça fait beaucoup de poids sur nos épaules, quand même. Alors, je parlais de vous en tant que symbole ou on va dire chef de file de cette réinformation, mais comme nous, on n'est pas des chiens et qu'on se la joue collectif, il y en a plein sur le marché oui. et nous sommes tous complémentaires. Et en plus, la plupart, c'est des potes. Donc, vous me permettez d'en citer quelques-uns ? Mais vous avez raison, on joue collectif, alors le salut de la France mérite bien ça, allez-y. Alors, il y a TV Liberté, il y a GPTV, il y a Omerta, il y a Nexus TV, il y a le Média en 4K2, il y a Putsch, il y a Ligne Droite. Pardon à ceux que je n'ai pas cités parce que ça pourrait faire l'objet d'une chronique entière, mais sachez que je vous aime tous parce que vous vous battez continuellement et avec courage contre les mensonges de ces grosses putes. Ok. Eh bien, c'est sur ces mots un peu crus que nous allons nous quitter. Merci au bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Clémence, ou plutôt à demain Toxin, vu que mes amis les Tintins m'ont fait l'honneur de m'inviter à leur prochaine émission demain à 18h. Donc venez nombreux. Super. Bon rendez-vous demain aussi, alors à demain. À demain. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.